Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Avocat Juste, la plateforme d'accès au droit et à l'avocat que j'ai fondée en 2023. Aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Thésée qui va se présenter et qui va vous présenter le thème du jour qui fait l'objet d'une journée internationale de mobilisation aujourd'hui, qui est la thématique des violences faites aux femmes. Je vais donc laisser le soin à Anaïs Thésée de se présenter avant d'aborder le vif du sujet. Merci Sabrina. Bonsoir à tous. Je suis maître Anaïs Thésée. Je suis avocat depuis maintenant 3 ans au barreau du Val d'Oise et mon cabinet est spécialisé dans la défense pénale. Alors, j'assiste des auteurs et des victimes devant les tribunaux correctionnels en France. Je suis compétente dans ce domaine-là, mais j'interviens aussi en droit de la famille. En droit de la famille pour tout ce qui concerne les divorces, mais également les séparations, les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Et dans ce cadre, je suis également amenée à assister des victimes dans le cadre de procédures d'ordonnance de protection. On aura l'occasion notamment d'en discuter à l'occasion de ce webinaire. Alors pour débuter, je vais vous communiquer quelques petites statistiques de l'année 2023, donc pas de l'année en cours, mais de l'année précédente, relatives notamment aux violences conjugales. Il faut savoir qu'en 2023, on a recensé 220 000 victimes de violences conjugales qui étaient des femmes. D'accord? Enfin, de violences. Et dans ces violences, il y avait 120 000 violences conjugales de recensées. Il faut savoir que même si là, les statistiques ne sont pas visibles, mais approximativement, on est sur un ratio de 85% de victimes qui sont des femmes et 86% d'auteurs qui sont des hommes, s'agissant des violences conjugales sur l'année 2023. D'accord? Et pour les agressions sexuelles, nous étions à 50 000 victimes. Idem, parce qu'il n'y a pas que les violences conjugales et les agressions sexuelles. On parle de violences et des violences qui touchent également les femmes dans d'autres sphères que la sphère du couple, de la famille. Il y a des violences notamment dans la sphère du travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous partage ce chiffre sur les harcèlements sexuels au travail qui sont subis par des femmes. On a recensé 30 000 victimes. Et enfin, s'agissant des autres types de violences, les violences en ligne notamment, donc le harcèlement ou encore le revenge porn. Le revenge porn, c'est notamment la situation dans laquelle une femme ou un homme, d'ailleurs, peu importe, là, je vous en parle de manière très générique, va envoyer à une personne des clichés de nature intime, des clichés, des vidéos, ou alors une personne va être en possession de clichés ou vidéos de nature intime d'une personne et va les diffuser sur Internet sans son consentement. Et ça, c'est une violence également, et c'est une violence qui touche un peu plus particulièrement les femmes. On a recensé au titre de l'année 2023 20 000 victimes. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même assez conséquents. On ne vous a pas forcément répertorié tous les domaines dans lesquels les femmes peuvent être victimes de violences, mais voilà, enfin, d'une manière générale, à titre principal, on pense, c'est vrai, très souvent à la sphère familiale, le couple, mais il y a aussi le lieu de travail, il y a aussi la rue. On en discutera, notamment du harcèlement de rue, de l'outrage sexiste, et puis le travail et même eh bien, Internet. Donc, en fait, on constate que les chiffres sont en augmentation au fur et à mesure des années. On a une augmentation continue des violences, alors une augmentation du point de vue des chiffres, puisqu'ils sont en hausse, mais également une augmentation puisqu'on a de nouvelles infractions qui sont envisagées. Je pense notamment à l'outrage sexiste, qui est une infraction qui est quand même assez récente. Et ce qui fait qu'en fait, on recense quand même une certaine augmentation voilà, de ces violences qui sont faites à l'encontre des femmes. Donc, je vous parlais de justement différents milieux dans lesquels ces violences peuvent eh bien, avoir lieu. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de violences. C'est vrai que très généralement, lorsqu'on parle de violence, on a tendance à penser aux violences physiques. Effectivement, ce sont des violences, mais ce ne sont pas les seules. Et d'ailleurs, même en général, lorsqu'on parle de violence, on pense de violence physique, on pense notamment à des gifles, à des coups de poing, à des coups de pied, ou bien encore au fait de faire chuter une personne au sol. Il n'y a pas que ça en réalité. Et moi, par exemple, je sais que en tant qu'avocat pénaliste et dans le cadre de mes missions régulières, soit en assistant des auteurs ou même des victimes, ben, il y a vraiment toute cette pédagogie qui doit être faite pour expliquer qu'une bousculade, c'est aussi une violence. Un crachat, c'est aussi une violence. Voilà. Donc, il n'y a pas que les coups, si vous voulez, forts
qui constituent en tant que telles des violences. Il y a bien d'autres formes de violences physiques, je parle, qui doivent être, qui doivent faire l'objet justement d'une attention particulière, qui ne doivent pas eh bien, être ignorées, être minorées, tant concernant les auteurs, hein, en premier lieu, que les victimes. Alors, ces violences physiques, elles vont souvent, pas tout le temps, mais souvent laisser des traces visibles sur le corps de la victime. Mais à côté de ces violences physiques, il y a aussi tout ce qui concerne les violences morales. Parce que là encore, hein, une fois, on a souvent tendance à avoir un biais et à penser que les violences conjugales, ce sont forcément des violences physiques. Le législateur pénalise les violences tant physiques que les violences également morales ou psychologiques. Et effectivement, là aussi, hein, cette notion de violence morale et psychologique recouvre un nombre de violences multiples. On va parler notamment de dénigrement, on va parler notamment d'humiliation, on va parler notamment de harcèlement. Donc tout à l'heure, je vous communiquais les chiffres, pardon, au titre de l'année 2023, s'agissant des harcèlements sexuels au travail. Ben voilà, tout ce qui concerne le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, que ce soit au travail ou dans le cadre du couple, eh bien, ce sont des types de violences qui vont constituer des violences morales et psychologiques. Le dénigrement également, le rabaissement de la victime, c'est une violence morale et psychologique. Alors, il y a aussi un autre type de violence auquel on ne songe pas forcément, mais la pression révérentielle. La pression révérentielle, c'est une forme de violence particulière qu'on va trouver notamment eh bien, dans les familles, mais notamment dans les rapports ou d'ascendance. Voilà. Donc, ça va souvent être un ascendant qui va exercer cette pression, ou alors un parent proche, mais souvent plus âgé, hein, qui va exercer cette pression sur la victime. Et cette pression, notamment, elle peut intervenir eh bien, pour aboutir à un mariage forcé. Donc ça, c'est un type de violence, encore une fois, psychologique. Ce ne sont pas des violences qui vont laisser des traces sur le corps de la victime, en tout cas pas des traces de la même nature que des coups de poing, des coups de pied, mais ce sont des violences, en revanche, qui ont un impact sur le moral et sur la psychologie de la victime et qui sont tout aussi graves, hein. Il n'y a pas de hiérarchie. Une violence physique n'est pas forcément plus grave qu'une violence morale et psychologique, et l'inverse également. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, les violences, elles sont multiformes. Elles peuvent prendre de multiples apparences. On n'a pas que des violences physiques. Et même au-delà de ça, vous verrez que on n'a pas non plus que des violences physiques, morales ou psychologiques. On n'est pas sur un triptyque arrêté. En réalité, il y a d'autres types de violences également, dont les violences économiques. Alors, vous verrez que ces autres types de violences dont je vais vous parler, ils rejoignent un peu les violences psychologiques et morales, parce que, encore une fois, ce sont des violences qui vont avoir un impact, une influence sur la psyché, sur le moral de la victime. Pas forcément sur sur son apparence physique, mais on a notamment les violences économiques. Alors, les violences économiques, elles vont prendre la forme suivante, c'est qu'en fait, la victime, elle va être placée dans une situation économique de dépendance vis-à-vis de son auteur. Donc, ça peut se faire de différentes manières. La finalité, c'est que la victime soit en dépendance totale de l'auteur et que donc l'auteur puisse eh bien, la contrôler de cette manière-là. On sait que l'émancipation économique, ça passe notamment par le fait d'avoir un emploi, pas que, hein. Il y a le fait d'avoir un emploi, il y a le fait également de pouvoir percevoir ses prestations sociales, il y a le fait également d'avoir accès à son compte en banque. Eh bien, vous voyez, ce sont tout un tas de mécanismes. Le fait de contraindre une personne à quitter son emploi, le fait de contraindre une personne eh bien, à basculer le versement de ses prestations sociales, non pas sur son propre compte à elle, mais sur le compte d'un autre, ou encore le fait de priver une personne de l'accès à son compte bancaire. Et alors, autre type de violence également, et qui sont particulièrement, qui sont en recrudescence pour le coup, avec le développement des réseaux sociaux, avec le numérique qui est clairement en premier lieu, et d'ailleurs qui concerne eh bien, des femmes de plus en plus jeunes, on a les violences numériques. Donc les violences numériques, elles passent notamment par les réseaux sociaux, mais pas que. Elles peuvent passer par les réseaux sociaux, par notamment de l'espionnage sur les réseaux sociaux. Je vous avais parlé tout à l'heure du revenge porn. On est sur une violence numérique. Le fait de diffuser des clichés, des vidéos, des photos d'une personne à son insu sur les réseaux sociaux, c'est une violence numérique. Et puis, quand on parle de violence numérique, on ne parle pas forcément que d'Internet, que des réseaux sociaux.
en réalité, les violences numériques, c'est tout ce qui va impliquer un procédé électronique, hein. C'est un terme générique qu'on a utilisé là pour la présentation pour recouper tous ces types de violences. Mais par exemple, le conjoint qui va s'amuser à installer des petites caméras de surveillance dans le domicile de la victime pour l'espionner, pour pouvoir voir ce qu'elle fait tous les jours en temps et en heure, c'est une violence numérique. Le conjoint, par exemple, qui va installer un logiciel espion dans le téléphone de la victime à son insu pour pouvoir capter ses conversations, ses appels, c'est une violence numérique également. Il y a également, par exemple, cet exemple du conjoint qui va installer un tracker sous le véhicule de la victime pour pouvoir la géolocaliser en temps direct. C'est également une violence qu'on pourra qualifier de numérique. Alors en réalité électronique, mais voilà, ça recoupe hein, vraiment tous ces cas de situation. Et donc le but de ces violences-là, à l'instar d'ailleurs des violences économiques, c'est d'avoir une emprise, de contrôler la victime. C'est vraiment l'objectif qui va être poursuivi par l'auteur. Là où, par exemple, dans les précédentes violences dont on a parlé, les violences physiques ainsi que les violences morales, les violences psychologiques, il y a effectivement ce but de contrôle et d'emprise. Mais ces deux violences-là, c'est l'unique but, hein, les violences économiques et les violences numériques. L'unique but, c'est de contrôler la victime, ni plus ni moins. Au-delà du fait de faire mal, en fait, le but premier, ce sera vraiment d'exercer un contrôle sur la victime et de maintenir ou de créer ou de maintenir son emprise. Voilà. Alors, je vous parlais de violences multiformes, je vous parlais également de différentes sphères dans lesquelles ces violences peuvent intervenir, le couple, la famille, le travail, la rue, euh, même en réalité dans le cadre d'une scolarité. Voilà. Et ces violences, elles peuvent intervenir dans différents lieux, elles peuvent eh bien prendre différentes formes. Et ces violences, en fait, ce qui compte avant tout, ce qui est important, et c'est d'ailleurs notamment l'objet de cette présentation, eh bien, c'est de pouvoir les repérer. Parce que, comme je vous l'ai dit, les autres types de violences, qui ne sont pas les violences physiques, ne laissent pas forcément des traces sur le corps de la victime. Donc ce n'est pas forcément parce que la victime eh bien, n'a pas de traces visibles, c'est d'autant plus que d'ailleurs hein, les traces, même en cas de violence physique, ne sont pas forcément visibles. Et d'ailleurs j'en parle. euh, il y a des victimes, par exemple, qui vont faire l'objet de violences physiques, mais qui vont être ciblées sur certaines parties du corps qui ne pourront pas être visibles à cause des vêtements. Voilà. Il y a des auteurs qui vont cibler spécifiquement telle ou telle partie du corps pour qu'on ne puisse pas voir ces violences. Et donc, il est important de pouvoir les repérer. Alors, il y a différents signes. Il y a les signes physiques, hein, le plus classique, bien entendu, des blessures inexpliquées, à supposer que la victime ait des blessures physiques, visibles, pardon. Mais au-delà des blessures inexpliquées, eh bien, il y a aussi les blessures, comme je vous ai dit, qui n'apparaissent pas directement parce qu'elles sont sous les vêtements. Alors, il peut y avoir les blessures qui sont sous les vêtements habituellement parce qu'elles sont faites sur des zones qui sont assez intimes, généralement couvertes, mais il peut également y avoir des blessures qui sont faites sur des zones que la victime n'a pas forcément l'habitude de couvrir, et ça va être un signe à repérer. Typiquement, si vous avez une victime qui a l'habitude de porter des manches courtes, notamment en période estivale, et qui du jour au lendemain se met à porter des manches longues, des cols roulés, à avoir vraiment un changement vestimentaire euh, qui peut être un peu compliqué à comprendre compte tenu soit du climat, de la température, mais même, surtout, hein, avant tout, des habitudes de la victime, eh bien, c'est un signe à repérer. C'est pas forcément un signe de violence, mais c'est un signe qui doit appeler votre vigilance. Ensuite, il va également y avoir les justifications données par la victime. Parce que, encore une fois, une personne peut très bien avoir eh bien, une blessure sur son corps et cette blessure n'est pas forcément le fruit de violence. En revanche, ce qui va vous permettre de distinguer un petit peu si on peut potentiellement être sur un cas de violence physique, eh bien, ça va être les justifications qui vont être données par la victime. Et dans les cas notamment de violence conjugale, eh bien, on va avoir des justifications assez douteuses, hein. Donc, par exemple, le cas classique d'une victime qui va avoir un ecchymose hein, autour de l'œil, ce qu'on appelle généralement un œil au beurre noir, et qui va vous l'expliquer en vous disant que eh bien, c'est la porte de l'armoire, que sans faire exprès, en ouvrant la porte de l'armoire, elle a pris la porte de l'armoire au niveau de l'œil. Bon voilà, ça, ce sont des justifications, c'est vrai, qui peuvent attirer votre attention. Au-delà de ça,
il va y avoir, comme je vous disais, des impacts psychologiques. D'ailleurs, les violences physiques, ce sont également des violences morales et psychologiques, puisque forcément, quand on attente à l'intégrité physique d'une personne, eh bien, on attente également à son intégrité psychique. Et donc, le fait que la personne, son intégrité psychique soit altérée, dégradée, ça va se manifester de différentes manières. En fait, ça va se manifester par une altération de sa santé mentale. Donc, cette personne-là, elle va développer différents stigmates psychiques, moraux, comme l'anxiété, comme la dépression, comme encore la phobie sociale. Une personne qui est d'ordinaire assez sociable, assez extravertie, mais qui va avoir du mal à se retrouver autour de personnes, qui va avoir du mal à sortir en public. Vous voyez, ça, ce sont des signes typiquement qui doivent attirer votre attention. Il va y avoir également les troubles alimentaires. Donc, ça peut être une anorexie, ça peut être une boulimie. Il y a différents types de troubles alimentaires, mais voilà, les troubles alimentaires aussi, ça peut être une manifestation de l'altération de la santé de la victime de violence. Et puis, dans les cas les plus graves, eh bien, cette altération de la santé, elle peut se manifester par des passages à l'acte ou des tentatives de passage à l'acte. On parle donc de tentatives de suicide. Les signes à repérer, parmi ces signes-là, vous avez également les changements de comportement. C'est-à-dire que la victime, elle ne va plus du tout réagir de la même manière. Elle va se murer dans le silence. On parle de mutisme. Ou alors, elle pourrait avoir des sautes d'humeur. Elle ne va plus être forcément d'humeur égale. Et puis des sautes d'humeur, encore une fois, à l'instar d'ailleurs des blessures physiques que vous pouvez constater, qui sont inexpliquées, que vous n'allez pas forcément comprendre. Une dévalorisation et une baisse soudaine de l'estime de soi. Tout à l'heure, je vous ai dit que parmi les violences psychiques et morales, on avait notamment le dénigrement, le rabaissement de la victime. C'est la conséquence directe de ce type de violence. La baisse de l'estime de soi. À force d'entendre quelqu'un qui vous dénigre à longueur de journée, eh bien forcément, ça peut avoir un impact sur votre estime. C'est un signe à repérer. Et enfin, autre signe à repérer également, l'isolement social. La victime, eh bien progressivement, elle va s'éloigner de ses différentes sphères sociales. Donc, quand je vous parle de sphère sociale, on a un éloignement progressif, souvent, dans un premier temps, ça va être un éloignement progressif des amis, hein. Et puis, progressivement, même un éloignement de la famille. Donc, la victime, elle va être totalement coupée de ses environnements sociaux par l'auteur, en général, qui va notamment, en plus de dévaloriser la victime, dévaloriser son entourage. Donc ça peut se faire de différentes manières, hein. L'auteur peut lui faire comprendre que eh bien, son entourage n'est pas de bons conseils, que son entourage est néfaste pour elle. Et puis même, ça peut d'ailleurs passer par un chantage de l'auteur qui, une fois la victime mise sous emprise, la contraint de choisir entre eh bien, l'auteur avec qui elle partage sa vie, là je vous parle notamment dans le cadre des violences conjugales, ou ses amis, sa famille. Alors, je vous parlais des signes à repérer sur la victime. C'est important. Mais vous pouvez également repérer une situation de violence conjugale en analysant le comportement du conjoint. Et d'ailleurs, les deux recoupés peuvent vous permettre d'avoir un peu plus de certitude sur le fait que vous êtes ou pas en présence de violence conjugale. Donc, le conjoint, il va adopter des comportements caractéristiques de l'auteur de violence conjugale, comme d'une part son omniprésence. Je vous ai parlé tout à l'heure de la coupure des liens sociaux, de l'isolement progressif de la victime. Le but de l'auteur, en faisant ça, c'est d'être omniprésent dans la vie de la victime. C'est d'être l'unique interlocuteur, l'unique protagoniste dans sa vie pour mieux asseoir son contrôle, son emprise et s'assurer du fait que la victime, justement, ne sorte pas de ce contrôle et ne puisse pas sortir de cette emprise non plus. Donc, le conjoint, progressivement, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va s'immiscer dans les sphères sociales de la victime, donc sa famille, ses amis. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'un un conjoint qui est investi, qui participe aux réunions de famille, qui s'entend bien avec les amis de son ou sa conjointe, est potentiellement un auteur de violence conjugale. C'est encore une fois un faisceau d'indices, hein. Tous les éléments qui sont communiqués doivent être pris en considération, mais pas un à un. Ils doivent être pris en considération avec d'autres éléments pour vous permettre de potentiellement peut-être vous dire que vous êtes face à une suspicion de violence conjugale. Mais c'est pas parce que vous avez une personne qui est présente
dans la vie de son ou sa conjointe que on est forcément face à une personne qui est susceptible de commettre des violences conjugales. Toujours est-il que c'est quand même une composante qu'on retrouve souvent, une dimension qu'on retrouve souvent chez le conjoint auteur de violences conjugales. Et donc, c'est ce que je vous disais, il va eh bien, s'imposer dans tous les aspects de la vie de la victime. Et notamment, quand je vous parlais d'investir les différentes sphères sociales, il va y compris investir les sphères sociales où, à la base, eh bien, il n'a pas forcément sa place. Voilà. Donc, ça peut être typiquement le fait d'insister pour pouvoir participer à une sortie entre amis, alors même que le conjoint ne connaît pas les amis en question. Et que donc, il ne partage pas de centre d'intérêt commun. Voilà, il y a vraiment cette volonté d'être omniprésent. Et l'omniprésence va de pair avec le contrôle. Le conjoint va vouloir tout contrôler. Donc la victime, elle va devoir sans cesse se justifier sur ses moindres faits et gestes, sur tout ce qu'elle fera, son quotidien. Et d'ailleurs, les rares fois où la victime ne se trouvera pas en compagnie de son conjoint, eh bien le conjoint va asseoir son contrôle, notamment en la contactant à plusieurs reprises, notamment en exigeant de sa part qu'elle lui communique sa géolocalisation en temps réel. Ça, ce sont des moyens de contrôle du conjoint pour asseoir son emprise sur la victime. Donc vraiment, il y a cette volonté de surveillance continue et constante de la victime et de domination. Le conjoint contrôle également, hein, d'ailleurs, les sorties de la victime, où elle va, il peut même contrôler ses tenues. Voilà, il y a vraiment cette dimension de domination et de contrôle. Et puis, autre signe qui peut eh bien, attirer votre attention sur un potentiel cas de conjoint auteur de violence, eh bien, c'est lorsque le conjoint va être dévalorisant. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais, mon propos sur les violences psychologiques et morales qui passe notamment par des rabaissements, des dénigrements, hein, et ça rejoint également ce que je vous disais sur l'altération eh bien, de la santé mentale de la victime, mais aussi la baisse de son estime d'elle-même. On aura un conjoint qui va être dévalorisant avec la victime, qui va la dévaloriser, qui va l'humilier en public, qui va la décrédibiliser. On parle souvent d'attitudes un peu passive-agressive parce que ces personnes-là, en général, hein, elles vont rester quand même assez subtiles dans leur manière de faire. C'est-à-dire que la victime va être dévalorisée en public, mais en même temps, le conjoint va toujours s'attacher à rester dans le tolérable, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va être des petits pics. Hein, ça va pas forcément être quelque chose de flagrant, un conjoint qui se met à insulter sa victime en public. Mais ça peut être des petits pics qui vont passer notamment par du sarcasme, voilà, de l'ironie. Euh, et donc, ce sont des comportements, une fois de plus, qui eh bien, permettent d'identifier potentiellement des violences conjugales. Le faisceau d'indices, conjoint omniprésent, contrôlant, dévalorisant. Et puis surtout, eh bien, l'effet que ça va avoir, c'est que la victime, elle va douter de tout. Elle va douter d'elle-même, elle va douter de ses besoins, elle va douter de ses goûts, elle va douter de ses propres capacités. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'elle va avoir un sentiment de honte, puisque forcément, eh bien, le conjoint est rabaissant et dénigrant, donc elle va avoir honte vis-à-vis d'elle-même, mais surtout, elle va avoir ce sentiment de culpabilité. Pourquoi elle va avoir ce sentiment de culpabilité? Parce qu'en fait, elle va être persuadée, eh bien, que c'est de sa faute. Le conjoint va lui faire ressentir que, eh bien, elle est moins que ce qu'elle n'est véritablement, et surtout, il va lui faire ressentir que tout ceci est de sa faute. Donc, il va vraiment y avoir tous ces sentiments-là qui vont être ressentis par la victime, et ça va contribuer justement à créer cette situation de mutisme dont je vous parlais, d'une personne qui va se replier sur elle-même, qui va avoir du mal à communiquer avec les autres, et qui va avoir son état de santé, son état psychologique altéré. Donc, pour revenir sur la dépendance économique dont on discutait tout à l'heure, cette dépendance économique, elle revêt différentes formes. Donc, d'une part, eh bien, la contrainte de la victime, le fait de contraindre la victime à solliciter de l'argent auprès de son agresseur, auprès de l'auteur, puisque effectivement, l'auteur va la placer dans une situation de dépendance financière qui va être telle qu'elle n'aura plus la disposition de son propre argent, soit parce qu'elle n'a plus accès à son compte en banque, parce que, eh bien, elle ne travaille plus, donc elle n'a plus de quoi subvenir à ses besoins, parce que les prestations sociales ne sont plus versées sur son compte, elle ne peut plus en bénéficier, en tout état de cause.
La victime, pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, sera contrainte de solliciter de l'argent auprès de son conjoint. Ça, c'est un moyen de placer une personne dans une dépendance économique. Il va y avoir également la perte d'autonomie financière pour la victime, puisque le conjoint violent, à ce moment-là, va restreindre eh bien, l'accès de la victime aux documents administratifs du foyer. Donc, ça peut être des documents fiscaux, ça peut être des documents financiers, des documents bancaires notamment. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'elle ne puisse pas eh bien, gérer tout ce qui concerne l'administratif dans le foyer. Et donc, ça va contribuer forcément à cette dépendance économique de la victime vis-à-vis de l'auteur. Et puis, je vous en parlais, quand je vous parlais du fait que la victime peut être contrainte à demander de l'argent, eh bien, l'auteur va contraindre la victime à cesser de travailler. Voilà. Mais ça va pas être de la volonté de la victime. Encore une fois, on parle de contrainte parce que, en fait, d'ailleurs, cette cessation de travail peut intervenir de manière tout à fait brusque. C'est-à-dire qu'une personne qui était en poste, qui avait un CDI, par exemple, et qui contribuait de cette manière, notamment aux charges du foyer, va du jour au lendemain cesser de travailler sans raison particulière. Et eh bien, de ce fait, elle va se retrouver en situation de dépendance économique puisqu'elle ne pourra plus générer de revenus pour contribuer à ses besoins, mais surtout contribuer aux charges du foyer. Et donc, forcément, ça va plonger la victime dans une situation de vulnérabilité financière. Et tout à l'heure, je vous parlais de dénigrement et de rabaissement. Il faut savoir que souvent, cette cessation soudaine du travail, elle est le fait de l'auteur qui va contraindre la victime à s'arrêter de travailler. Et derrière, hein, bah, c'est ce même auteur-là qui va pouvoir avoir une attitude de dénigrement et de rabaissement vis-à-vis de la victime en lui faisant comprendre, par exemple, que, eh bien, elle constitue une charge pour le foyer. Voilà, qu'elle constitue une charge pour le foyer, qu'elle n'a plus d'indépendance, alors que c'est ce même auteur-là qui l'aura placé dans cette situation eh bien, de dépendance économique. Alors, les violences conjugales, je vous parlais de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la victime, sur sa santé, sur son physique, mais également, elles ont un impact, pardon, sur les enfants. Elles se passent, donc, elles se déroulent dans le cadre du couple et eh bien, la continuité du couple, le prolongement du couple, c'est la famille. Et ces violences-là, elles ont un impact également sur les enfants. Elles engendrent des traumatismes psychologiques chez l'enfant. Il y a des études hein, qui ont démontré que le fait pour un enfant d'être témoin de violences conjugales, donc de violences commises par un parent sur l'autre ou un beau-parent sur l'autre, pouvait entraîner un syndrome de stress post-traumatique qui est assimilable à un traumatisme de guerre. Donc, c'est dire l'ampleur que peuvent avoir ces violences sur la psyché d'un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein. Donc, ça a vraiment un impact majeur dans la famille et sur l'enfant. Et ces violences, donc, elles vont venir de cette façon perturber totalement, faire voler en éclats la dynamique familiale. Elles vont avoir un impact sur la stabilité émotionnelle et le sentiment de sécurité de l'enfant au sein de la famille, puisque eh bien, les parents sont censés apporter stabilité et protection à l'enfant, sauf que dans le cas des violences conjugales, on va avoir un parent qui va mettre en danger l'autre parent, qui va mettre en situation d'instabilité l'autre parent. Donc, ça va venir perturber totalement eh bien, ces dynamiques-là et tout cet équilibre émotionnel et psychologique dont peut avoir besoin un enfant. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est la perturbation du développement de l'enfant. Voilà. L'exposition effectivement prolongée aux violences conjugales, aux violences domestiques, pourra nuire au développement physique, au développement mental, au développement émotionnel de l'enfant sur le long terme. Les conséquences, elles vont pas forcément se voir au stade de l'enfance, peut-être même pas au stade de l'adolescence, mais c'est des conséquences qui peuvent ressurgir même des années après. Donc, ces violences-là, en fait, elles sont problématiques non pas pour l'impact qu'elles peuvent avoir uniquement sur la victime, mais pour l'impact qu'elles peuvent avoir en réalité sur toute une famille. Alors, face à ces violences, comment agir? Comment agir lorsque l'on se trouve dans une situation où on est victime de violences conjugales? Bien, la première chose à faire, c'est de pouvoir les verbaliser, la parole. La parole est importante parce que eh bien, c'est la parole qui va permettre de faire connaître ces violences. C'est la parole qui va faire que ces violences ne vont plus rester des violences cachées,
les violences tuent. Ça, c'est la volonté de l'auteur en général, hein, que, on ne puisse pas découvrir ces violences. Eh bien, la parole va permettre à la victime de les faire connaître et donc lui permettra de se faire accompagner par la suite. Alors, la victime, elle va pouvoir en parler euh, à une personne, pas forcément à tout le monde, mais à une personne de confiance. Cette personne de confiance, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être également un ami proche, ça peut être également un professionnel, donc un professionnel de santé, un médecin, ou encore un psychologue, un psychiatre, voilà. Les personnes qui vont pouvoir écouter la victime. Alors, la différence qu'on peut faire effectivement entre la famille, les amis et les professionnels de santé, c'est que à la différence de la famille et des amis, les professionnels de santé vont garantir en plus de l'écoute une certaine confidentialité à la victime. C'est vrai que dans un premier temps, ça peut peut-être être plus rassurant pour une victime d'en discuter avec un médecin ou avec son psychologue ou avec un psychiatre plutôt que d'en discuter avec un membre de la famille ou avec un ami, a fortiori si ce membre de la famille ou cet ami connaît l'auteur des violences conjugales. Et puis, la victime, elle pourra également en discuter avec des membres d'associations dédiées à la lutte contre les violences conjugales. Voilà. Donc, des personnes, en tout cas, qui sont formées pour pouvoir écouter et répondre aux questions que pourra formuler la victime. Donc, dans un premier temps, voilà, ce qu'il faut, c'est verbaliser, parler, en discuter, libérer la parole. Ensuite, la victime, elle se fera accompagner. Donc, elle pourra bénéficier d'un accompagnement psychologique, hein, avec notamment un psychologue ou alors un psychiatre ou toute autre forme de psychothérapie. Et puis, elle va pouvoir également se faire accompagner du point de vue de ses droits. Parce que, encore une fois, les violences, au-delà du fait de constituer des fautes civiles, ce sont des infractions. Ce sont des infractions à la loi, qu'elles soient physiques ou mentales. Ce sont des infractions qui sont punies par la loi. Et donc la victime de ces violences, elle a un préjudice et elle va être en droit de demander et d'obtenir la réparation de ce préjudice, et puis même au-delà, mais on reviendra là-dessus par la suite, une protection de la part de la justice. Et donc ça, cet accompagnement, il va se faire auprès des avocats notamment. Voilà, auprès des avocats qui vont être en mesure d'aiguiller la victime, de l'informer de ses droits, d'exercer également ses droits pour elle, de l'assister, de la défendre, de l'accompagner, que ce soit au stade du dépôt de plainte ou par la suite également dans le cadre de la phase de jugement. Donc, ce professionnel de droit qui est l'avocat va avoir une place très importante dans le cadre de l'accompagnement de la victime de violence. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, les associations spécialisées dans la lutte contre les violences conjugales. Enfin, la suite logique de l'accompagnement, et là on parle notamment de l'accompagnement juridique, ça va être le fait d'entamer des démarches pour pouvoir obtenir justice. Donc le fait d'entamer des démarches, ça va être le fait de déposer plainte dans un premier temps. C'est la première démarche à faire pour pouvoir engager à terme l'action publique et obtenir la condamnation de l'auteur, obtenir l'indemnisation de son préjudice, mais surtout obtenir une protection, hein, dans un premier temps. Et puis, voilà, après le dépôt de plainte, la victime aura cette occasion de se constituer partie civile si une juridiction est saisie des faits. Mais parce que là, on parle du pénal, en dehors du cadre pénal, le fait d'entamer des démarches, c'est aussi sur le plan civil, en saisissant le juge aux affaires familiales. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que, voilà, très souvent, le prolongement du couple, ben, c'est la famille. Donc, il y a souvent des enfants qui sont au milieu de ces violences conjugales. Et la saisine du juge aux affaires familiales, en plus de protéger la victime, elle va permettre également de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Donc, s'agissant du dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est l'acte par lequel la victime va pouvoir signaler les faits dont elle est victime auprès des autorités compétentes. Donc, le dépôt de plainte, il va se faire soit en gendarmerie ou en commissariat. Je précise que le dépôt de plainte se fait dans un commissariat, donc pas à la police municipale, mais à la police nationale. Donc, dans une gendarmerie ou un commissariat, peu importe.
en réalité le lieu le plus proche de vous. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que le dépôt de plainte n'est pas la même chose qu'une main courante. En effet, une main courante, ça va être une sorte d'attestation officielle, ça va être un signalement que vous allez faire pour pouvoir faire constater une situation, mais qui n'est pas une infraction. D'accord? Ça va être une preuve que vous allez pouvoir vous constituer pour la suite. Alors que, excusez-moi, alors que le dépôt de plainte, eh bien, c'est l'acte par lequel vous allez faire état d'une infraction, parce que le dépôt de plainte, hein, d'ailleurs, il est transmis directement au procureur de la République. Donc, le procureur de la République, vous allez l'informer de la commission d'une infraction à votre encontre, typiquement des violences. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que il arrive encore, malheureusement, que des victimes de violences se rendent dans des commissariats ou gendarmeries pour déposer plainte et que, arrivé sur place, eh bien, on les contraigne à déposer une main courante. Et ça, c'est notamment le cas dans les situations de violence psychologique et morale. Alors même que, comme je vous ai dit, hein, ces violences-là, elles peuvent faire l'objet de poursuites parce que les violences qui sont punies par le législateur dans le code pénal, c'est aussi bien les violences physiques que les violences morales. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, hein. Mais en cas de violence physique, en cas de violence morale, psychologique, une main courante ne suffira pas. La main courante ne va pas engager des poursuites, hein. Elle vous permettra juste de vous constituer des preuves. La main courante ne doit servir qu'à signaler une situation qui n'est pas une infraction pénale. Dès qu'il s'agit d'une infraction pénale, votre plainte doit être prise. Donc, vous allez pouvoir vous rendre en commissariat ou en gendarmerie pour déposer plainte. Et votre plainte sera prise. Vous aurez une copie de votre plainte. Il faut savoir que dorénavant, ce n'était pas le cas avant, mais dorénavant, vous pouvez vous faire accompagner d'un avocat lors de votre dépôt de plainte. Donc, c'est important. Euh, au-delà du fait de vous défendre, l'avocat, il va se révéler être un soutien émotionnel, un soutien parce que c'est pas facile pour une victime de pousser les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie et de venir notamment eh bien, raconter des choses qui peuvent être d'ailleurs très très intimes, de venir en discuter. Donc voilà, ça c'est important de savoir que vous pouvez faire appel à un avocat si vous souhaitez déposer plainte. Et vous pouvez également faire appel à un avocat dans un autre cas qui malheureusement est encore trop fréquent, celui du refus de dépôt de plainte. Parce qu'il arrive effectivement que lorsque des victimes se rendent dans des commissariats ou gendarmeries, eh bien on refuse de prendre leur plainte. Alors pour plusieurs raisons. Soit il y a le cas dont je vous ai parlé, eh bien de l'agent qui va vouloir vous orienter sur une main courante alors qu'on est clairement face à une infraction pénale, ou alors celui de l'agent qui va vous expliquer que compte tenu du fait que les faits n'ont pas été commis dans la commune, d'accord? Dans la commune, dans le ressort en tout cas du commissariat ou dans la gendarmerie, eh bien, celui-ci n'est pas en mesure de prendre votre plainte. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Les plaintes des victimes doivent être prises eh bien, dans les commissariats et dans les gendarmeries, indépendamment, je dis bien indépendamment du lieu où les violences ont été commises. Donc, si concrètement des violences sont commises sur le lieu de vacances, la victime n'a pas à retourner sur son lieu de vacances pour déposer une plainte. Elle se rend dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche au moment où elle décide de déposer sa plainte. C'est important de le savoir. D'ailleurs, dans chaque commissariat et gendarmerie, il y a une charte qui est affichée normalement à l'accueil, une charte sur vos droits à vous en tant que justiciable. Et malgré ça, on se retrouve face à ces situations par moment de refus de dépôt de plainte. Et alors, quand vous êtes face à ce refus de dépôt de plainte, bien entendu, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est expliquer à l'agent que bah, si, conformément à cet article 15-3, l'agent est censé prendre votre plainte, maintenant, si l'agent refuse malgré tout de prendre votre plainte, ce que vous pouvez faire, moi en tout cas, c'est ce que je conseille à mes clients généralement, c'est de me contacter. De me contacter, car clairement, moi, si je suis joignable à ce moment-là, je vais me mettre en relation avec l'agent pour lui expliquer. C'est vrai que ça n'a pas la même, on va pas se mentir, ça n'a pas la même influence. Le fait que ce soit un avocat qui est potentiellement en mesure, juste derrière, hein, de saisir le procureur de la République, parce que c'est ce qu'on fait hein, quand on a des refus de dépôt de plainte, de saisir le procureur de la République et de la plainte qui n'a pas été prise et des difficultés rencontrées avec tel
commissariat ou gendarmerie, c'est pas la même chose pour un policier ou un gendarme que d'être confronté au justiciable parce que très souvent, bah, ce qu'ils se disent, c'est que le justiciable va lâcher l'éponge et puis ne pas déposer plainte. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que dorénavant, il est possible d'être accompagné d'un avocat pour les dépôts de plainte. Parce que forcément, si vous vous rendez au commissariat ou en gendarmerie en présence d'un avocat, et c'est vrai que le risque de refus de dépôt de plainte, il est très limité. Il sera forcément plus limité. D'où l'intérêt de vous rendre avec un avocat dans la mesure du possible lorsque vous envisagez de déposer une plainte. Il faut savoir également que le dépôt de plainte, il ne se fait pas que auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie. L'avocat peut également déposer plainte directement auprès du procureur de la République. C'est quelque chose qu'on envisage outre en cas de refus de dépôt de plainte, quand on a plusieurs plaintes qui ont déjà été déposées et qu'on n'a pas l'impression que l'action publique bouge. Donc ça peut être un moyen également de s'assurer du fait qu'il y aura une réponse pénale plus rapide suite à diverses plaintes qui auront été déposées. Donc ensuite, dans un second temps, comme je disais, dans un premier temps, on a le dépôt de plainte, on a la constitution de partie civile. La constitution de partie civile, elle va intervenir à partir du moment où une juridiction va être saisie des faits. Donc cette juridiction, ça peut être l'instruction, quand on a des faits qui sont complexes ou qui sont de nature criminelle et qui vont faire qu'on va devoir saisir un juge d'instruction qui va devoir enquêter sur ces faits-là. Eh bien, la victime, elle a la possibilité de se manifester, donc de se constituer partie civile via un avocat auprès de ce juge d'instruction qui va enquêter sur les faits dont elle a été victime. Et cette constitution de partie civile, alors au stade de l'instruction, elle ne va pas permettre de solliciter des dommages-intérêts, mais elle a une importance énorme, c'est qu'elle va vous permettre en fait d'être partie à la procédure dès le départ et donc de contribuer à la manifestation de la vérité. Parce que quand un juge d'instruction est saisi, l'enquête se poursuit. Et donc puisque l'enquête se poursuit, eh bien la victime, en sa qualité de partie civile, elle va pouvoir faire notamment des demandes d'actes, des demandes d'investigation pour pouvoir établir la réalité des faits dont elle a été victime et ensuite de son préjudice. Donc, c'est une manière de commencer d'ores et déjà à exercer la défense de la victime de violence. Et puis ensuite, dans un second temps, ou alors lorsqu'on n'a pas d'instruction préalable, eh bien devant le tribunal correctionnel, la victime, elle va pouvoir se constituer partie civile. Alors, je vais juste prendre un temps pour insister là-dessus, parce que c'est vrai que souvent, les victimes peinent à faire la distinction entre victime et partie civile, notamment devant le tribunal correctionnel, et il y a une importance. La première importance, c'est que le fait de vous constituer partie civile va faire de vous officiellement une partie au procès. Un procès, le procès d'un auteur de violence, c'est pas un procès de l'auteur contre la victime à la base. À la base, le procès d'un auteur de violence, c'est un procès entre l'auteur et la société. D'accord? Et si vous, en votre qualité de victime, vous ne vous constituez pas partie civile, eh bien, vous restez certes membre de la société, mais vous ne serez pas une partie à part entière de ce procès. Et la conséquence, c'est la suivante. C'est d'une part que vous n'allez pas pouvoir demander la réparation de votre préjudice. Donc la réparation de votre préjudice qui va se faire notamment par le versement de dommages-intérêts. Vous n'allez pas pouvoir faire ce type de demande-là. Au-delà de ça, parce qu'on sait qu'il y a des situations aussi où les victimes ne souhaitent pas forcément solliciter des demandes, enfin des dommages-intérêts, il est important de se constituer partie civile parce que le fait de vous constituer partie civile va vous permettre d'obtenir la copie du jugement. Et obtenir la copie du jugement, c'est important, notamment lorsqu'on saisit le juge aux affaires familiales, parce que ça va vous permettre de constituer votre dossier, soit dans le cadre d'une saisine aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, ou même dans le cadre d'une saisine classique du juge aux affaires familiales, dans le cadre, par exemple, je pense notamment au divorce contentieux, au divorce pour faute, suite à la commission de violence par un conjoint sur l'autre. Eh bien, le fait de vous constituer partie civile vous permettra d'obtenir la copie de ce jugement, puisque vous allez devenir une partie officielle de ce jugement. Donc, il est important de se constituer partie civile, même si vous ne sollicitez pas de dommages d'intérêt. Et au-delà de ça, eh bien, le fait de vous constituer partie civile, puisque vous prenez part au procès, alors bon, la victime aussi, on va l'entendre forcément, mais la partie civile, elle va pouvoir faire des demandes. Alors, elle ne va pas faire de réquisition, bien entendu, elle ne va pas faire de demande sur ce qui concerne l'action publique, donc l'emprisonnement, la peine d'emprisonnement qui pourra être prononcée à l'encontre de l'auteur, mais en revanche, elle pourra faire des demandes indirectes qui vont tendre à assurer sa protection. Je vous en parlerai ensuite, mais je pense notamment aux interdictions de paraître, d'entrer en contact ou encore au dispositif anti-rapprochement.
Donc, on y vient justement. Comment la justice protège-t-elle les victimes de violences? Et là, c'est vrai que je pense que vous l'avez remarqué, hein, on est un petit peu plus centré sur les violences conjugales. Donc, comment la justice va protéger la victime de violences conjugales? Alors, la victime de violences conjugales, elle va pouvoir être protégée tant par le juge civil, en la personne du juge aux affaires familiales, que par le juge pénal. D'accord? Donc, le juge aux affaires familiales, il va pouvoir être saisi par la justice pour, comme je disais, que celui-ci puisse statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, mais surtout, pour qu'il puisse éventuellement délivrer une ordonnance de protection. C'est un dispositif civil, hein, ce n'est pas un dispositif pénal, mais par contre, le procureur de la République est systématiquement informé en cas d'ordonnance de protection. Il donne un avis, d'ailleurs, hein, il délivre un avis sur l'opportunité de délivrer une ordonnance de protection. Et c'est un dispositif civil, du coup, qui va permettre de protéger la victime de l'auteur. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail, hein, en quoi consiste l'ordonnance pénale. Et puis, il va y avoir la protection pénale également de la victime, puisque le tribunal correctionnel, notamment lorsqu'il va venir sanctionner l'auteur, mais même en réalité le juge d'instruction au préalable, dans le cadre d'une instruction, eh bien, va pouvoir protéger la victime, notamment en s'assurant du fait que l'auteur reste à distance de celle-ci. Donc, ça va passer par les interdictions d'entrer en contact et de paraître. Alors, on pense souvent au fait d'interdire de paraître au domicile de la victime, mais il y a également le fait d'interdire de paraître sur le lieu de travail de la victime, parce que eh bien, l'auteur ne va pas se contenter, hein, de suivre la victime chez elle, de la harceler, de la violenter à son domicile. Il y a des cas également de harcèlement, de violence même sur le lieu de travail, et même des fois eh bien, au domicile de membres de la famille de la victime. Il faut savoir que le juge a cette possibilité d'interdire l'auteur de paraître dans tous les lieux qu'il estime utiles à la protection eh bien, de la victime. Donc, juste pour l'ordonnance de protection, pour vous expliquer un petit peu, c'est un dispositif qui va permettre donc, de saisir en urgence le juge de l'affaire familiale. Il faut savoir qu'à compter du moment où le juge va fixer une date d'audiencement, il aura 6 jours pour rendre une décision. D'accord? 6 jours pour rendre une décision. Et dans le cadre de cette décision, il va pouvoir eh bien, prendre un certain nombre de mesures. Donc, ces mesures, ça va être notamment l'interdiction de paraître au domicile de la victime, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, l'interdiction pour l'auteur de porter ou de détenir une arme, l'obligation pour l'auteur de restituer des armes. Le juge, il va pouvoir également statuer sur l'attribution du domicile conjugal, puisque effectivement, hein, ce sont des violences qui ont souvent lieu dans le huis clos du domicile. Et donc, le but, ça va être d'évincer l'auteur du domicile et alors là, petite précision, je vous parle de domicile conjugal, mais ça ne concerne pas que les situations maritales. On va pouvoir évincer l'auteur du domicile, y compris dans des situations de concubinage ou des situations où on est en présence de partenaires liés par un PACS. D'accord? Peu importe d'ailleurs que l'auteur soit le propriétaire du domicile à partir du moment où il commet les violences, et d'ailleurs même indépendamment du fait que la victime bénéficie d'une solution d'hébergement d'urgence. Même si la victime a bénéficié de ce type de solution, eh bien, le juge aux affaires familiales aura cette possibilité d'évincer l'auteur euh, du domicile afin de protéger la victime. Le juge aux affaires familiales, lui, il va pouvoir également, dans le cadre de l'ordonnance de protection, prendre des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Parce que forcément, hein, j'en discutais, les enfants se retrouvent au milieu des violences et donc il va s'agir pour le juge aux affaires familiales eh bien, de les protéger, de ne pas les maintenir dans un environnement de violence, mais surtout de ne pas les maintenir eh bien, sous la responsabilité, ou en tout cas de ne pas de fixer les modalités de façon à ce que si le parent violent constitue également un danger pour les enfants, eh bien, celui-ci puisse être éloigné dans la mesure du possible. Le juge aux affaires familiales, enfin, il va pouvoir ordonner, d'ailleurs, à l'instar hein, du juge pénal, une prise en charge psychologique de l'auteur. Donc, au pénal, on parle d'obligation de soins. Il va pouvoir lui imposer, par exemple, le fait de suivre un stage de sensibilisation aux violences. Ça, c'est aussi un dispositif qu'on retrouve dans le pénal. En fait, l'ordonnance de protection, c'est du civil, mais on est sur du quasi-pénal. Et d'ailleurs, le fait pour un auteur de violer les dispositions d'une ordonnance de protection,
eh bien, ça constitue une infraction. Avant, c'était puni de 2 ans d'emprisonnement et désormais, depuis cette année, on est à 3 ans d'emprisonnement encouru et 45 000 € d'amende pour la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de protection et qui ne respecte pas les mesures de la dite ordonnance. Voilà. Donc, ça reste un dispositif suffisamment efficace de par le laps de temps court dans lequel le juge va pouvoir rendre sa décision, 6 jours, et puis surtout par rapport au risque pour l'auteur qui ne respecterait pas les différentes mesures, le risque pris pour l'auteur. Dans le cadre de l'ordonnance de protection aussi, le juge va pouvoir ordonner la pose d'un dispositif anti-rapprochement. Donc, on parle de barre, le bracelet anti-rapprochement. Donc, il va pouvoir l'ordonner, sauf que il va pouvoir l'ordonner uniquement à condition de recueillir le consentement et de l'auteur et de la victime. Il ne pourra pas le faire si l'auteur et la victime n'y consentent pas. En revanche, si l'auteur refuse la mise en place de ce dispositif, eh bien, le juge des affaires familiales, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en aviser le procureur de la République qui pourra prendre toute disposition utile. Et d'ailleurs, en général, quand on dépose une ordonnance de protection, il y a des dépôts de plainte en cours. Donc, il y a potentiellement soit une procédure pénale en parallèle, soit une procédure pénale qui pourrait être engagée derrière. Donc, voilà, il faut savoir que même si l'auteur a cette possibilité d'accepter ou de refuser, eh bien, la mise en place de ce dispositif, eh bien, en réalité, il peut s'y retrouver assez facilement contraint. Si ce n'est pas par le juge civil, ce sera par le juge pénal. Je vous expliquerai ensuite. Dernière chose à savoir, vous pouvez solliciter le juge des affaires familiales, le saisir au fin d'une ordonnance de protection, y compris en l'absence de cohabitation. Je vous ai parlé d'attribution du logement familial, mais même dans le cas où la victime ne cohabite pas avec son auteur, donc quand on est dans le cas typiquement de couples qui ne sont pas véritablement de concubins au sens légal, eh bien, il y a cette possibilité en cas de danger avéré pour la victime de saisir le juge des affaires familiales aux fins d'ordonnance de protection. Voilà ce que je voulais dire sur l'ordonnance de protection. La dernière chose à savoir, oui, c'est la durée. L'ordonnance de protection, elle va être prise pour une durée de 12 mois maximum. 12 mois maximum qui pourront être renouvelés si, dans le temps des 12 mois, la victime saisit le juge des affaires familiales, soit d'une demande de divorce, soit si elle le saisit pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. C'est notamment le cas lorsqu'on a des couples qui ne sont pas mariés. C'est aussi le cas d'ailleurs si elle le saisit d'une séparation de corps. Voilà. Alors, ensuite, à côté de cela, on va avoir eh bien, les dispositifs qui peuvent être mis en place par le juge pénal. Donc, je vous parlais d'interdiction d'entrer en contact, je vous parlais d'interdiction de paraître au domicile. Le bracelet anti-rapprochement dont je vous ai parlé dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est un dispositif qui peut être pris également par le juge pénal à différents stades de la procédure. Donc, ça peut être soit un dispositif qui va être envisagé par le juge d'instruction, donc quand il doit encore enquêter sur les faits, qu'on n'est pas encore au stade du jugement, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, typiquement. Voilà. Ça peut être une modalité du contrôle judiciaire. Il faut savoir que le bracelet anti-rapprochement, donc ce n'est pas, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pas un bracelet que la victime va porter. En réalité, c'est un bracelet que l'auteur va porter. La victime, elle aura un téléphone portable, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand l'auteur va se rapprocher, donc ça va permettre de géolocaliser et la victime et l'auteur en temps réel. Et lorsque l'auteur va se rapprocher, eh bien, au-delà d'un certain périmètre proche de la victime, ça va déclencher une alarme, une alerte, d'accord? Mais il faut savoir que dans tous les cas, et ça, que cette mesure soit envisagée par le juge civil ou pénal, il faudra toujours le consentement de la victime. Par contre, je vous le disais, il y a une différence entre le cas où le bracelet anti-rapprochement est décidé par le juge des affaires familiales et celui où il est décidé par le tribunal correctionnel, le juge répressif, puisque en effet, quand c'est par exemple le juge d'instruction ou même le tribunal correctionnel, dans le cadre eh bien, de l'exécution, enfin de l'exécution, pas de l'exécution, des modalités de la peine qui eh bien, va ordonner la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement. Il faut savoir que si l'auteur refuse la pose de ce bracelet anti-rapprochement, par exemple, et qu'il est sous contrôle judiciaire, il va se retrouver en violation de son contrôle judiciaire. Idem si on est sur un aménagement de peine. Un auteur qui va refuser la pose de ce dispositif va se retrouver en violation
des obligations, des modalités de son aménagement de peine. Donc en réalité, voilà, le consentement de l'auteur, il est requis, mais il n'est pas total dans le sens où l'auteur, s'il refuse la mise en place de ce dispositif, eh bien, il va à l'encontre d'autres difficultés avec le juge répressif. Et typiquement, une violation du contrôle judiciaire peut aboutir à un placement en détention provisoire, par exemple. D'accord? Et idem sur l'aménagement de peine. Il va mettre en échec son aménagement de peine. Donc, s'il met en échec son aménagement de peine, il y a un risque d'incarcération derrière. Alors, ah oui, je voulais juste vous parler, avant de parler de l'accompagnement d'une victime de violence, d'un autre dispositif également, qui est le téléphone grave danger. Donc, on parle du TGD, et là, c'est un dispositif spécial. euh, Uniquement, donc qui ne peut être décidé que par le procureur de la République. Donc ce n'est envisageable que dans le cadre répressif, le cadre pénal. Et le téléphone grave danger, en fait, donc c'est un dispositif dont on va doter uniquement la victime. Là, l'auteur n'est plus concerné directement et qui va permettre à la victime de le déclencher en cas de danger imminent. Donc typiquement si l'auteur se rapproche de son domicile. Et donc, ça va permettre également de la protéger. Puisque je parle du TGD, je voudrais juste vous partager quelques chiffres quand même. Il faut savoir que en 2023, on a 4531 téléphones graves danger qui ont été attribués à des victimes en 2023. Et en 2019, il n'y en avait que 727. Donc c'est énorme en fait. Ça montre juste, alors forcément, ça montre qu'on a un déploiement du dispositif parce que effectivement, on a de plus en plus de téléphones grave danger qui sont mis à disposition, qui peuvent être mis à disposition des victimes, mais c'est quand même énorme. Ça nous montre une augmentation de 523% en à peine 4 ans, et bien du nombre de téléphones grave danger qui ont été déployés sur le territoire français. Donc c'est satisfaisant qu'il y en ait plus parce que ça permet de protéger de manière plus efficace les victimes et en même temps c'est alarmant parce que ça vous montre hein, à quel point les violences sont en recrudescence. Idem, quelques petits chiffres sur le bar dont je vous parlais, le bracelet anti-rapprochement. En 2023, on avait 1800, enfin non, en 2024, pardon, on a 1883 victimes donc depuis la mise en place de ce dispositif qui ont bénéficié de la protection du bar. Et on en a actuellement 963 sur cette année qui sont actifs sur le territoire national, là, à l'heure où je vous parle. Il faut savoir que le bar est un dispositif qui est bien plus récent que le TGD. Le TGD, ça fait 10 ans que c'est déployé sur tout le territoire. Avant, c'était quelque chose qui a été expérimenté dans quelques juridictions. Et depuis 2014, c'est un dispositif qui peut être mis en place un peu partout sur le territoire. Le bracelet anti-rapprochement, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent. On est sur quelque chose qui a à peine 4 ans, enfin 5 ans plutôt, parce que c'est de 2019. Il va avoir 5 ans. C'est un dispositif qui résulte d'une loi de décembre 2019. Et donc forcément, le chiffre que je vous donne, hein, il est quand même assez conséquent. Idem, on a 3231 alarmes qui ont été déclenchées pour demander une intervention des services de police, gendarmerie, contre 1185 en 2020, s'agissant du téléphone grave danger. Donc, voilà sur les différents dispositifs qui sont mis en place eh bien, par le juge pénal. Et je vais avancer un petit peu parce que le temps avance, mais ce sera un plaisir de vous en parler à nouveau, peut-être dans le cadre d'une autre présentation. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qu'il faut que vous sachiez simplement, c'est qu'il y a des dispositifs électroniques, numériques, qui peuvent vous permettre d'être protégés et qui peuvent vous assurer eh bien, de la mise à distance de l'agresseur en temps réel. Alors, ce qui est important également dans les situations de violence, et là, on ne parle pas forcément que des violences conjugales, d'ailleurs, hein, là, on reparle, on retourne à ces situations de violence multiformes, eh bien, c'est de pouvoir être donc présent pour la victime, de pouvoir l'accompagner. Et cet accompagnement, je vous parlais hein, tout à l'heure du fait pour la victime de libérer la parole, c'est le premier acte de la victime dans le cadre de son combat. Eh bien, vous, en tant que témoin, en tant qu'accompagnateur d'une victime de violence conjugale, votre premier acte, ça va être de l'écouter et de lui fournir une écoute bienveillante. Donc, une écoute bienveillante, c'est une écoute sans jugement.
hein, sans jugement pour la victime. C'est une écoute qui va vous permettre bien, de la mettre en confiance. Parce que c'est important que la victime soit en confiance. Encore une fois, hein, on parle de personnes qui font souvent l'objet de rabaissement, de dénigrement. Donc, c'est important que les personnes auxquelles elles osent se confier et en qui elles ont suffisamment confiance pour le faire puissent leur accorder bien, la bienveillance suffisante pour que celles-ci se sentent libres de parler. Et donc, l'écoute bienveillante, elle va notamment pouvoir se faire quand on comprend les mécanismes de l'emprise. D'accord? Donc, le fait de s'intéresser, de se documenter sur le mécanisme de l'emprise, bien, dans lequel va se retrouver hein, finalement la victime de violence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça va vous permettre, vous, de garantir à cette victime-là une écoute bienveillante, une écoute attentive, une écoute apaisante. Ensuite, vous pouvez accompagner cette victime grâce au soutien informationnel. Cette présentation, hein, comme je vous ai dit, euh, elle n'est pas hein, forcément que destinée aux victimes, elle est destinée également aux personnes qui pourraient être témoins de violences, qui pourraient être amenées à accompagner des victimes. Et donc forcément, eh bien, toutes ces petites informations qui ont été distillées dans le cadre de cette présentation, quand je vous parlais du dépôt de plainte, des différents dispositifs qui peuvent être mis en place par le juge civil ou le juge répressif, etc. Là, on est dans du soutien informationnel. C'est-à-dire d'expliquer à la victime qu'elle n'est pas seule, mais surtout qu'elle a le moyen de se défendre, qu'elle peut entamer des démarches pour être protégée et pour être défendue. Et puis, bien, l'accompagnement de la victime, ça va passer également par l'autonomisation, pardon, de la victime. C'est-à-dire que, encore une fois, le but n'est pas de mettre la victime sous tutelle ou de la placer dans une autre forme de dépendance. Le but, ça va être de pouvoir l'accompagner, donc lui tenir la main, mais de lui permettre d'accéder à une autonomisation suffisante dans son combat, donc de lui permettre de reprendre confiance, de reprendre le contrôle de sa vie, de l'accompagner pour qu'elle puisse ensuite faire ses propres choix. Vous ne pourrez pas déposer plainte à la place d'une victime, sauf si on est en présence d'un mineur hein, et que vous êtes le représentant légal, mais vous ne pouvez pas déposer plainte à la place d'une victime. Typiquement, si vous allez au commissariat pour déposer plainte, vous ne pourrez déposer plainte que pour les faits dont vous avez été personnellement victime. Donc, d'où l'importance hein, d'autonomiser la victime, puisque effectivement, vous allez faire face à un obstacle si vous entendez le faire à sa place. Et donc, ensuite, en tant que témoin, vous allez pouvoir soutenir et intervenir pardon, auprès de la victime en l'orientant, en l'accompagnant, donc en l'assistant dans ses différentes démarches administratives, juridiques, sociales, pour qu'elle puisse naviguer un peu à travers le système. C'est vrai que c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours évident. Vous allez l'accompagner émotionnellement également, parce que c'est important d'avoir quelqu'un auprès de soi bien dans ce combat. Et puis surtout, vous allez l'accompagner en conservant des preuves. C'est très important. Alors, conserver des preuves, ça peut être de différentes manières. Ça peut être des messages que la victime va vous adresser, hein, des SMS. Ça peut être des photos qu'elle va vous envoyer. Et c'est pas parce que la victime vous envoie ces photos-là que vous ne devez pas les conserver en prenant pour acquis le fait que, elle soit sur son téléphone portable. Je vous ai parlé tout à l'heure des violences numériques. Le conjoint contrôlant qui a accès au téléphone portable de la victime, il peut très bien supprimer ses photos, il peut très bien supprimer ses preuves. C'est important que vous, personne extérieure, qui n'êtes pas placée justement sous le contrôle, et là je ne parle pas forcément que de contrôle psychologique, mais le contrôle notamment numérique de l'auteur, vous puissiez conserver ces preuves, parce que ce sont des preuves qui seront utiles à la manifestation de la vérité par la suite, euh, que ce soit devant le juge civil, mais également devant le juge pénal. Donc, échange de SMS, clichés, des violences, voilà. Vous devez conserver les preuves que vous aurez de ces violences. Et puis, surtout, surtout, très important, on a parlé certes d'autonomisation de la victime, du fait que, il faut la laisser, comment dire, prendre les décisions, que vous ne pouvez pas vous substituer à une victime pour le dépôt de plainte.
Pour autant, ça ne veut pas dire que face à une situation de péril imminent, eh bien, vous ne pouvez rien faire et que surtout, vous devez rester passif et inactif. Non, non, au contraire, il faut pouvoir intervenir en cas d'urgence, en cas de danger immédiat, et donc contacter sans délai les services de police pour assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique d'ailleurs de la victime. Je vous ai parlé tout à l'heure du bar, bracelet anti-rapprochement et du TGD, téléphone grave danger. Ce sont des dispositifs qui sont de plus en plus déployés sur le territoire et malheureusement, toutes les personnes ne peuvent pas en bénéficier. Et avant de pouvoir en bénéficier, encore faut-il qu'une procédure soit engagée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en amont, vous avez également cette responsabilité, c'est une responsabilité d'intervenir en cas d'urgence. Vous savez qu'une personne de votre entourage est victime de violence, elle s'est confiée à vous, elle vous en a parlé, vous l'accompagnez certes, vous conservez les preuves, mais vous devez surtout, en premier lieu, être en mesure d'intervenir en cas d'urgence. Et intervenir, encore une fois, j'insiste, en passant par eh bien, les autorités compétentes, pas, et non pas forcément intervenir seul. Alors, ce qui est important également, dans l'écoute bienveillante, eh bien, c'est le consentement de la victime. La victime, très souvent, et d'ailleurs tout à l'heure, quand je faisais la distinction entre les amis et la famille auprès desquels la victime va se confier, et puis les professionnels de santé ou même les professionnels du droit, et le fait que bah, la différence, c'est que ces professionnels-là vont garantir une certaine confidentialité à la victime, qui va peut-être d'ailleurs plus la mettre en confiance. Il est important que vous aussi, même si vous n'avez pas cette obligation d'un point de vue professionnel et légal, à la différence du médecin, du psychologue, de l'avocat, il est important également que vous puissiez garantir à la victime une certaine confidence. D'accord? La victime, c'est ce dont elle va avoir besoin dans un premier temps pour pouvoir être en confiance et pour pouvoir petit à petit eh bien, se confier davantage auprès de vous. Donc, la confidence, bah, c'est le fait de ne pas aller divulguer ce qui va vous être dit, hors bien entendu, cas de péril imminent, par la victime. Respecter son consentement, c'est très important. Et également, donc ne pas prévenir ses proches contre son gré, mais surtout ne pas entrer en contact avec l'auteur contre son gré. Sauf encore une fois, en cas de péril imminent. Et alors là, même pour ça, en réalité, il est préférable que ce soit les autorités compétentes qui entrent en contact avec l'auteur que vous. Surtout que s'il s'avère que vous connaissez l'auteur, en réalité, les conséquences peuvent être d'autant plus néfastes pour la victime, puisque l'auteur est bien dans son attitude de faire bonne figure, dans son attitude passive-agressive. L'auteur ne va pas forcément hein, reconnaître les faits face à vous, admettre qu'il y a des violences qui sont commises. Ce qui risque de se passer plutôt, c'est que l'auteur profite de cette occasion pour rabaisser, dénigrer davantage la victime en faisant peser la faute sur elle ou bien en décrédibilisant totalement ses propos. Et en fait, ça va avoir un effet néfaste sur la victime, puisque la victime, à nouveau, eh bien, elle va faire l'objet d'une autre forme de violence. Vous voyez, ça va juste l'exposer à d'autres violences supplémentaires. Donc voilà, hors cas de péril imminent, toujours respecter le consentement de la victime et eh bien, garantir la confidence dans le cadre de votre écoute bienveillante. Alors, dans le cadre de l'accompagnement de la victime, je vous parlais du fait que vous pouvez conserver les preuves SMS, clichés qui vous sont adressés par la victime, mais surtout, un moyen très efficace, eh bien, c'est l'attestation de témoin. Donc, l'attestation de témoin, vous allez pouvoir la produire et dans le contentieux civil devant le juge des affaires familiales, mais également dans le cadre du contentieux pénal. D'accord? Et donc, c'est une attestation. Donc, on vous a mis sur la présentation le CERFA que vous pouvez retrouver hein, en ligne. Vous tapez juste attestation de témoin. Et c'est un CERFA que donc, vous allez imprimer, que vous allez remplir de manière manuscrite. C'est très important. Il faut qu'il soit rempli de manière manuscrite, daté, signé. D'accord? En cas d'impossibilité pour vous de signer, et si vous le faites de manière dactylographiée, il faudra au moins que ce soit signé de manière manuscrite et au moins pouvoir expliquer la raison pour laquelle vous n'avez pas pu le faire. Mais dans l'idéal, manuscrit, daté, signé. C'est ce que je répète tout le temps à mes clients. Il faudra y joindre une photocopie recto verso de votre carte d'identité encore encore en pas périmée. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il ne faut pas que votre carte d'identité soit périmée. Alors, c'est mieux que rien, une pièce d'identité périmée. Maintenant, je vous dis ça aussi parce que le diable se cache dans les détails et que vous n'êtes pas à l'abri qu'en face, eh bien, dans le cadre de la défense de cette personne qui est auteur de violence, on vous le reproche en vous disant, attention, on a une pièce d'identité qui est périmée.
Donc voilà, mettez vraiment toutes les chances de votre côté. OK? L'attestation de témoin, j'insiste sur une chose par contre, le témoin ne doit attester que de ce qu'il a vu, de ce dont il a été témoin. C'est important parce que ça va vous permettre aussi de vous garantir une certaine pertinence. Si vous demandez à des personnes de témoigner sur des choses qu'elles n'ont pas vues, qu'elles n'ont pas entendues, bref, dont elles n'ont pas été témoins directement, et que l'attestation de témoin consiste à dire un tel m'a dit que ça s'était passé, mais sans eh bien, qu'il y ait un véritable témoignage, ça peut effectivement altérer un peu la pertinence de l'attestation de témoin. Bien entendu, le fait de dire que la victime vous a informé du fait qu'elle était victime de violence, c'est pertinent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à ce que ça reste une attestation de témoin et non pas un rapport, enfin le fait de rapporter des dires, voilà, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de lien même avec les violences alléguées. Et alors donc c'est important au civil, soit pour la constitution d'un dossier, d'une procédure d'ordonnance de protection, pour pouvoir obtenir une ordonnance de protection. Ça peut être important également dans les autres contentieux du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Et au pénal, c'est dommage, mais c'est très peu utilisé et pourtant ça a une importance vraiment une très grande importance. Je me permets juste d'insister là-dessus parce que souvent, et notamment quand on a des auteurs récidivistes, eh bien les violences conjugales, les contentieux relatifs aux violences conjugales vont faire l'objet d'une orientation spéciale qui s'appelle la comparution immédiate. Donc on a des auteurs qui, après leur placement en garde à vue, vont être jugés assez rapidement. Et en fait, dans le cadre d'une comparution immédiate, eh bien les témoins quand bien même ils auraient été entendus par les policiers, n'ont pas cette possibilité d'intervenir à l'audience et d'expliquer ce que la victime a subi. Et c'est important justement de pouvoir produire à l'audience tous ces témoignages qui vont contribuer à la manifestation de la vérité. Donc voilà, c'est vraiment une arme clé dans le cadre de votre bataille judiciaire. Merci beaucoup, Anaïs. C'était une super présentation très concrète et riche en conseils. Donc, merci beaucoup. Pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent concernés par le sujet, qu'elles soient directement concernées ou par un proche, eh bien, effectivement, je vous invite à contacter Anaïs Thésée, dont le profil Avocat Juste présente à la fois son adresse mail directement. Vous pouvez la contacter directement et également l'adresse de son site internet. On se retrouve donc pour un prochain webinaire sur Avocat Juste et puis on vous dit à très bientôt.